pour vous faire au moins le b.a.-ba, avant que Geoffrey ne vous parle de Qt et de son expérience à lui, sur un peu la monétisation d'une application mobile, parce que ça parle peut-être pas à tout le monde ce que c'est que même que la monétisation, en fait. Alors les applis mobiles, tout le monde en a, c'est quelque chose de très quotidien, mais la monétisation d'une application mobile, c'est moins commun. Le principe, c'est simplement de faire de l'argent avec une application mobile, et qui dit argent dit en fait valeur. Tout simplement, c'est qui achète quoi. Alors comme ça peut paraître simple quand on monte un business. Quand on crée une application mobile, c'est beaucoup plus compliqué, puisque, comme vous le savez, la plupart des applications mobiles sont gratuites à télécharger. Rarement vous payez pour avoir une application mobile, ça se faisait un peu au début, ça se fait d'ailleurs de moins en moins, les applications mobiles payantes. Donc en fait, c'est pas du tout évident de savoir qui paye quoi dans une application mobile. Donc la première chose quand vous créez une application mobile, c'est à ça que vous devez penser. Pour ça, le plus simple, souvent, c'est de trouver l'action. Dans toute application mobile, c'est toujours tourné autour d'actions, en fait, d'événements que ces applications veulent vous faire faire. Ces applications, elles peuvent être variées, comme le fait d'acheter un coffret de cartes ou d'acheter des capacités dans des jeux, par exemple. Ça peut être de commander un repas, ou ça peut être de cliquer sur une publicité. Mais il y a toujours une action, en fait, qui à un moment va driver de l'argent et va faire que votre application mobile génère des revenus. Alors justement, en fait, ces différents types d'actions, il y en a en général que 3 pour les applications mobiles. Le premier, ça va être, vous pouvez générer de l'argent par des achats in-app. Vous pouvez générer aussi de l'argent par du service, en vendant en fait des choses, ou en vendant de la publicité. Donc ça, c'est les 3 façons de monétiser une application mobile qui existent. Il y en a parfois d'autres, mais alors souvent c'est plus complexe. Je pense notamment sur des applications B2B qui vendent de la data, de la donnée. Mais dans ce cas, en fait, l'application mobile sert souvent juste de façade et ils vendent réellement d'autres choses. Là, on parle vraiment comment faire de l'argent avec une application et seulement une application mobile. Et ça se concentre sur ces 3 façons de faire. Et je vous ai un petit peu résumé, en fait, comment faire de l'argent. Donc, vous avez Apple et Google de l'autre, parce que c'est eux qui, de toute façon, ont 95% du marché des applis mobiles. En fait, soit vous êtes plutôt dans des jeux, dans des systèmes d'abonnement ou de microtransactions, alors vous faites de l'achat in-app, et là vous devez passer par Google Play Console ou iTunes Connect. L'inconvénient, je ne sais pas si vous connaissez les taux de commission qu'ils prennent. 30%. Raisonnable. Ouais, c'est 30% de commission qu'ils prennent en fait quand vous faites des achats dans les applis mobiles. Donc c'est juste énorme, c'est fou. Ils prennent 30% d'office sur tout ce que vous vendez, donc ça fait 30% de c'est en moins à la fin. Donc souvent c'est réservé à des systèmes qui justement ont peu de frais derrière, du type jeu. La deuxième chose qui est de plus en plus à la mode, qui se fait de plus en plus, c'est tout ce qui est service B2C. Ça, c'est quand vous avez des transactions, ou que vous avez du cross-platform notamment, c'est-à-dire quand vous vendez aussi des choses sur PC. Et là, vous pouvez passer soit par Google Pay, soit par Apple Pay, forcément, et au milieu, il y a la boîte qui va pouvoir vous aider à gérer les deux, c'est notamment Stripe. Je ne sais pas si certains connaissent Stripe. C'est vraiment le système d'intégration carte bancaire aujourd'hui leader pour les startups. Alors il y a un truc qu'il faut savoir quand même, c'est que vous vous dites du coup, s'ils prennent 30% en achat in-app, tout le monde va intégrer un système de carte bancaire. C'est pas aussi simple parce que Google et Apple en fait forcent de l'achat in-app souvent. Je pense notamment pour tout ce qui est monnaie virtuelle ou jeu, vous n'avez pas le droit d'intégrer votre propre système de paiement dans les applis. Donc ça, il faut le savoir, c'est-à-dire que si demain vous voulez faire un jeu et vendre des monnaies virtuelles, par exemple, ou vendre un système, vendre une application mobile où il y a de la publicité et il faut payer pour ne plus avoir la publicité, Google et Apple refusent que vous intégriez votre propre système de paiement. Ça doit forcément passer par de l'achat in-app, et donc vous devez forcément payer 30% de commission. Donc c'est quand même quelque chose à prendre en compte quand vous développez une application mobile, d'avoir ces 30% de commission. Et enfin, il y a le dernier modèle, qui est souvent le plus accessible, souvent celui qui semble le plus simple, c'est la publicité. C'est tout simplement de mettre des bannières. Donc soit vous pouvez mettre des bannières publicitaires, soit vous pouvez mettre ce qu'on appelle du native advertising. Le native advertising, c'est quand en fait vous êtes dans le flux de lecture et qu'à un moment vous avez justement des articles. C'est comme ça que fonctionne Facebook, Twitter, mais c'est aussi comme ça que fonctionne par exemple 9gag, pour ceux qui connaissent, ou ce genre d'application mobile où en fait à un moment vous lisez, et une fois de temps en temps il y a de la publicité. Ça c'est du native advertising, sauf que pour générer de l'argent ça devient très compliqué. Pourquoi? Parce que à l'inverse des systèmes précédents où vous gagnez de l'argent par transaction, sur l'advertising, vous gagnez de l'argent en affichant des publicités. Et ce qui fait référence, c'est le CPM, le coût par mille, ou revenu par mille en fait, que vous pouvez avoir. Et est-ce que vous savez à combien il est sur mobile? 1 ou $2. Hein. Ouais, c'est à peu près 2 dollars en France. Aux États-Unis, c'est un peu plus élevé.
Donc ça veut dire qu'en fait, il faut afficher 1000 publicités pour avoir 2 $, tout compris. Donc vous imaginez bien que si à un moment vous voulez commencer à générer de l'argent, il faut faire des millions et des millions d'affichages, donc avoir des millions d'utilisateurs qui restent, qui reviennent. Donc c'est réservé vraiment aux médias, aux systèmes de contenu, aux systèmes sociaux, qui vont en fait générer énormément d'affichage. Et donc là, il n'y a pas vraiment, on voit pas, mais en fait ça marche pour les trois. Il y a AdMob, c'est par Google, mais ça marche aussi très bien sur les téléphones iOS. Mopub de Twitter ou Facebook qui est aussi très bon avec Audience Network. Voilà pour un rapide tour en fait des systèmes de monétisation des applications mobiles. Donc c'était un peu la théorie et la base sur comment gagner de l'argent avec une application mobile. Et donc tout de suite, je laisse la parole à Geoffrey Pretz qui va vous parler de son expérience avec Quit. Bravo. Bonsoir, merci. Donc Quit, qu'est-ce que c'est rapidement? On va commencer. Quit, c'est une application mobile de storage tabagique qui exploite en gros deux mécanismes. Le premier, c'est une utilisation assez intensive de la gamification. La personne, c'est un peu comme dans un jeu en fait, elle va progresser avec des niveaux, elle va gagner des points, elle va gagner des réussites, elle va être contente, elle va rester forte dans son arrêt. Et le deuxième principe, c'est ce qu'on appelle la thérapie comportementale et cognitive. Puisque les gens qui, en fait, quand un fumeur, ce qu'il a, c'est qu'il n'est pas vraiment dépendant à la nicotine. Enfin, il est dépendant à la nicotine, mais il est surtout dépendant aux habitudes. Si pendant 10 ans, chaque jour, vous avez 20 gestes de votre journée qui sont rythmés par une cigarette, ben, à la fin, ce qui compte, c'est ces gestes-là. Donc voilà. Et Quit, j'ai créé Quit en 2012, et je vais un peu vous présenter les différentes évolutions au niveau de la monétisation. Ça reprend aussi un peu l'historique des modèles de monétisation des apps en général durant cette période. Donc 2012, je voulais faire deux choses. Je voulais chercher un boulot dans le développement mobile et je voulais arrêter de fumer. Et du coup, je me suis dit, bah, tiens, je pourrais faire un peu mettre les deux ensemble. Et j'ai cherché sur l'App Store une application qui correspondait à ce que je pensais. Vu que je n'ai pas trouvé, je me suis dit, je la fais, super. Je pensais que ce serait simple. Donc j'ai conçu, j'ai développé 2012. Après 2013, il y a une version iPad qui est arrivée, un redesign parce qu'il y a iOS 7 qui est sorti et donc Apple a abandonné le scomorphisme pour passer au flat. Donc ça a entraîné un premier pivot de business model. 2015, une petite évolution fonctionnelle et un deuxième pivot. Et 2017, tout récemment, pareil, un troisième pivot et une évolution fonctionnelle. Alors, la première période, l'âge 1, alors, il y avait en gros une seule application, donc l'application iPhone, qui était vendue. En fait, l'application était juste vendue entre 99 centimes et 1,99 €, puisque je faisais des tests des fois de changement de prix pour voir si ça avait une influence. Et ce que j'ai vite appris en fait, c'est que pour monétiser une app mobile, en fait, le développement c'est ce qui prend le moins de temps. Parce qu'entre janvier et mai 2012, j'ai eu le temps de développer deux versions de mon app en travaillant de temps en temps le soir et de temps en temps le week-end. Par contre, derrière, quand il a fallu faire le marketing, envoyer tous les mails aux blogueurs, aux journalistes, à la presse, essayer d'avoir des articles, de faire connaître l'application, c'était autre chose. Donc, pour bien monétiser une app, en fait, s'il n'est pas téléchargé, déjà, vous n'avez pas de monétisation. C'est super, l'app elle est sur le store, et qu'est-ce que je fais après? On va voir les tutos, comment faire que votre app est reconnue, comment la faire découvrir. Et du coup, voilà, beaucoup de marketing prend en gros 2 à 3 fois plus de temps que le développement pur. Et j'ai mis le design entre les deux, puisque une app, si elle n'est pas un minimum jolie, elle ne sera pas téléchargée ou elle sera très peu utilisée. Alors oui, premier mois de bénéfice, 32 $. J'avais remboursé un tiers du compte développeur Apple. C'était pas si mal, hein, c'était le début. En 2012, c'était un peu plus simple aussi, puisqu'il n'y avait pas de... C'était pas 2008 où c'était un peu la foire à n'importe quoi, où il suffisait de mettre une app sur le store pour que ça marche. C'est pas maintenant où il y a une concurrence de malade, puisqu'il y a, je crois 2,5 millions d'applications juste sur l'App Store. Donc voilà, 2012 c'était un peu entre les deux, c'était difficile et un peu facile. Et un jour j'avais fait un event, j'avais à l'époque d'Apple gratis, je ne sais pas si vous connaissez encore, ça a été entre temps tué par Apple. En fait, c'était une app qui, chaque jour, proposait une app payante gratuitement. Et du coup, ça avait 36 000 téléchargements en un jour. Ça faisait, en gros, 1000 fois plus que ce que j'avais d'habitude. Ça faisait bizarre. C'était bien, mais en même temps, ça permettait d'avoir derrière un peu d'organique et des revues sur le store.
Et en fait, du coup, la monétisation, c'est ne pas hésiter à essayer de faire du marketing et de faire connaître son application par tous les moyens qui existent à ce moment-là. C'est ce à quoi ça ressemblait à l'époque. Heureusement, je n'ai pas retrouvé de vrais screenshots, j'ai juste retrouvé les screenshots de présentation sur l'App Store. C'était assez brut, l'application était assez simple. En gros, voilà, vous voyez les niveaux qui progressent avec le temps. Comme dans un jeu, il y a du ranking et des levels. Du quantified self, puisque les gens ils apprennent des choses sur eux, depuis combien de temps j'ai arrêté, combien d'argent j'ai économisé, des cigarettes que j'ai pas fumées, etc., etc. Et des réussites. Et juste, en gros, la personne, si elle est proche de craquer, elle pouvait secouer le téléphone pour avoir un petit message de motivation. Donc ça, en gros, c'est V1 de Qt. Deuxième période, ce qui s'est passé, c'est après la sortie iOS 7. Et donc ça c'était un des facteurs. Et le deuxième facteur, c'est pas mal de gens qui disaient ouais, c'est bon, ouais, ton application elle est payante. Alors c'était rien, c'était aller au pire 2 €, elle est payante, j'aimerais bien la tester avant de pouvoir l'installer, de la payer, tout ça. Donc la solution c'était de faire 2 applications. C'est pas forcément la meilleure, à l'époque c'était un peu ce qu'on conseillait ou ce qui était recommandé. Et donc je me suis retrouvé avec deux versions de Qt. Donc la première qui avait l'ancienne tête, avec des rajouts de publicité. Donc à l'époque, ils étaient un peu plus hauts les CPM que c'était pas beaucoup plus, mais c'était un peu plus. Et une deuxième payante qui avait bénéficié d'un redesign entier. Et les gens, quand ils téléchargeaient la version gratuite, ils avaient en gros une pop-up qui venait tous les 2-3 lancements qui leur disait hey, il y a une super version qui est mieux, plus jolie, et tu peux la télécharger sur App Store. Donc voilà, ça c'était l'écran d'incentive qui disait vous voyez, on a une meilleure version avec plus de stats, plus de réussite, et n'hésite pas à télécharger. Alors, ce qui s'est passé, du coup, en gros, au niveau des téléchargements, ça a été super, puisque 1300% d'augmentation des téléchargements. C'était super intéressant. Par contre, au niveau des revenus, j'ai fait que plus 10%. Parce que finalement, le taux de conversion entre les gens qui prenaient la version gratuite et ceux qui appuyaient sur le bouton, qui allaient sur l'App Store, qui téléchargeaient l'application en la payant, c'était, j'ai pas le chiffre, mais c'était très faible. Et du coup, le plus 10% de gain de revenus, en fait, il est seulement dû grâce aux revenus publicitaires supplémentaires. Donc j'ai pas vendu plus d'applications en faisant ce business model. Et là j'ai refait un événement avec un port free. Du coup c'était même encore mieux qu'un gratis, c'était 100 000 téléchargements en 2 jours. Je m'étais retrouvé devant Instagram sur le store espagnol pendant un jour, c'était cool. Mais ça n'a pas duré, évidemment. Et voilà, donc ça c'était l'évolution, donc vous voyez que c'est un peu plus flat, mais toujours pas de nouvelles fonctionnalités, là c'était essentiellement du redesign. Troisième R, en gros, celle qui m'a aussi convaincu que je pouvais créer une activité à partir de Qt, c'était le freemium. Donc j'utilisais pas mal une application de monitoring du sommeil, qui s'appelait Alarm Clock, je sais plus, et ce qu'elle faisait, cette application, elle était gratuite, et en fait, on pouvait, dans l'application, payer 5 € pour débloquer des stats en plus. Et à force d'utiliser, je me suis dit, c'est pas pour leur truc, quoi. Et donc, du coup, je suis passé au freemium comme eux. Donc, du coup, la version gratuite, elle a bénéficié du même design que la version payante. Et par contre, à la place de dire aux utilisateurs, tiens, téléchargez la version payante sur le store, c'était plutôt cliquez là-dessus, payez directement avec votre. À l'époque, il n'y avait pas le Touch ID, donc payez avec votre code iTunes et téléchargez le premium. Et j'en ai profité pour relancer un peu les blogs et la presse pour en parler. Donc voilà, c'était à la place d'avoir l'écran d'avant qui disait hey, téléchargez la version sur le store, c'était plutôt hey, payez tout de suite 5 €, donc il y a une augmentation du prix. Mais c'est un peu les prix génériques, les applications formées santé, la plupart c'était 5 € pour avoir le freemium, donc je me suis dit pourquoi pas. Et là ce qui était cool, c'est qu'il y avait eu plus de 400% en termes de revenus. Enfin, donc le téléchargement c'était pas phénoménal, puisque forcément j'avais pas fait d'incentive pour télécharger plus ou de marketing particulier. Mais en termes de revenus c'était assez sympa. Donc je me suis dit, il y a peut-être quand même quelque chose à faire. C'est toujours une petite évolution des screenshots sur le store, c'est toujours important d'essayer de rester un petit peu dans l'air du temps de ce qui se fait. Et donc là, il y a des rajouts de fonctionnalités, donc là c'est là qu'on a commencé à rajouter des principes de thérapie comportementale et collective, c'était le journal de volonté, où les gens ils pouvaient saisir les fois où ils fumaient et les fois où ils résistaient, pour à terme voir qu'ils résistaient de plus en plus facilement. Et la dernière ère, qui a commencé il n'y a pas si longtemps que ça,
On est passé à l'abonnement, puisque pour avoir des revenus un peu récurrents et pour consolider la trésorerie et le flux de revenus, l'abonnement pour les applications santé et fitness, c'est ce qu'il faut faire. Donc en gros, là pour l'instant, on a un peu augmenté le prix et il n'est pas assez cher en fait. 6 € par mois, c'est pas assez cher en fait. Donc c'est 6 € un mois, si les gens s'abonnent sur 6 mois, c'est 30 € et si les gens s'abonnent sur un an, c'est 50 €. Alors ce qui est intéressant avec les abonnements, c'est qu'on disait qu'Apple prenait et Google prenait 30% des revenus. Ben sur les abonnements, en fait, si les abonnés sont abonnés pendant plus d'1 an, Apple prend plus que 15%. Et Google, c'est pareil. Donc il faut quand même garder les gens plus d'1 an, mais à un moment donné, ça reste du revenu supplémentaire. Et j'ai enfin pu supprimer Qt 2 qui restait là parce que je ne savais pas trop comment faire. Et donc je l'ai supprimé. Ça c'est des écrans qui incentive à passer au pro. Donc voilà, on explique aux gens parce qu'avec le pro, ils vont avoir plus de chances d'arrêter de fumer, qu'ils apprendront plus de choses, qu'il y a plus de fonctionnalités, et puis derrière, ils ont juste à appuyer sur un bouton et ils sont abonnés. Il faut savoir que donc, sur les stores, quand les gens s'abonnent, s'ils s'abonnent sur 6 mois ou sur 1 an, Apple et Google versent tout de suite l'ensemble de l'abonnement. Et même si les gens ils veulent annuler au bout de 2 semaines, ben nous on a quand même touché l'argent. Ce qui est plutôt sympa. Et le renouvellement, il est automatique aussi. Donc les gens, s'ils ne pensent pas à se désabonner ou s'ils ne le souhaitent pas, ben... Et est-ce que c'est pas mal ça pour le coup? Et là, je suis resté abonné 4 mois à Big Sport parce que j'avais la flemme donc oui, non. C'est comme ça. Mais bon, voilà. Donc les revenus, on les a tout de suite. C'est un peu un casse-tête pour le comptable, mais à part ça. Donc là, du coup, on a lancé mi-novembre 2017 les abonnements sur iOS. On a dépassé les 1000 abonnés, donc on est à peu près à 1060 aujourd'hui. Et du coup, après, au début, il y a une petite baisse de revenus, forcément, puisque le taux de conversion entre le freemium et les abonnements, il est inférieur. Donc, en gros, je suis passé il y avait 8% de conversion au freemium à 2% sur l'abonnement. Donc on divise par 4 la conversion, mais la valeur à long terme du user, elle est augmentée. Donc les revenus montent et continuent de monter, ce qui est plutôt sympathique. Et pour finir, un petit exemple de... Là, on est un peu plus nombreux maintenant dans Qt, et du coup, on peut mettre en place des choses qu'on voulait faire depuis longtemps. C'est par exemple de l'A/B testing dans les apps directement. Alors, le premier qu'on a fait, on est parti d'un constat, on perdait 30% des gens à la création de compte. Donc il y avait l'onboarding, on accueille les gens dans l'application, on leur demande de créer un compte, et en fait 30% des gens, à ce moment-là, ils disparaissaient. Et le deuxième constat qu'on a fait, c'est on essayait d'exploiter, de comprendre Fleury et Fabric, donc c'est 2 outils d'analytics, un peu comme Google Analytics, mais pour les apps. Et en fait, les résultats et les chiffres étaient déjà différents, et des fois, il y avait des choses complètement illogiques. Donc ce qu'on s'est dit, on a développé en interne notre propre outil d'analytics pour les apps. Donc ça, c'était avant, donc c'était un peu plat, ça n'avait pas changé depuis 2012, donc vous imaginez que ça avait un peu vieilli. Et on est passé à un truc un peu plus contemporain et plus coloré, qui donne un peu plus envie. Et résultat, en fait, on a quasiment eu autant de gens qui arrivaient jusqu'à la création de compte. Donc finalement, c'est pas forcément là qu'on les perdait avant les gens. On les perdait pas dans la présentation. Mais quand vous avez un onboarding sexy, en fait, finalement, les gens ils vont plus créer de comptes parce qu'ils peut-être ils se sentiront plus en confiance. Ils se diront, la valeur de l'app. Je vais parler de la valeur avec le même. Et en fait, c'est la valeur perçue. Elle était supérieure. Et du coup, on a gagné plus 15% de conversion au niveau de la création de compte. Et on va continuer. L'avantage d'avoir l'A/B testing, c'est qu'on peut en permanence faire de l'incrémental et se dire, tiens, si je change ce wording dans l'écran qui demande aux gens de s'abonner, est-ce que j'ai plus de conversion, moins de conversion? Et voilà. Et j'ai fini. Et je vous rappelle que c'est la journée mondiale sans tabac aujourd'hui, donc c'est le moment d'en parler. Ça tombait bien, c'était un peu le hasard, mais ça tombait bien. Voilà. Merci à vous. Et du coup, est-ce que vous avez des questions? Oui, bonsoir, je ne fume pas. Question sur le... À plusieurs reprises, tu as parlé tu as fait des opérations avec Apps for Free, c'est ça? Ça, c'est payant en fait? Non, à l'époque, c'était gratuit. Ensuite, ils m'ont recontacté, des trucs similaires m'ont recontacté en disant oui, on vous met en avant et vous payez, et j'ai toujours dit non. Mais à l'époque, c'était gratuit, donc oui, j'aurais été bête de ne pas le faire. Ok, et j'en profite, comme j'ai
j'ai le micro, deuxième question. T'es passé un peu vite à un moment, je trouve, sur... tu as dit quelque chose comme ouais, et là j'ai relancé les blogs et les presses, et la presse. Et en fait tu t'es arrêté là, j'aimerais bien en savoir un peu plus. J'avais fait. Concrètement, qu'est-ce que ça veut dire en fait? J'avais gardé les emails des gens qui avaient écrit effectivement des articles au lancement et j'avais relancé ces personnes-là. Mais entre-temps, comme s'il y avait quand même 3 ans qui avaient passé, la plupart des sites de review étaient devenus payants et il fallait payer pour avoir une review, alors que 2012, 99% des blogs, ils ne demandaient rien. 2015, 30% des gens ne demandaient rien. Donc après, il fallait payer pour avoir le bel article, la belle review, mais finalement, une review payée, peut-être autant mettre l'argent en pub Facebook qui touchera quasiment, enfin peut-être plus de monde, quoi. Mais là, on est dans l'acquisition, quoi, plutôt que dans la monétisation. Mais c'est vrai que l'acquisition est beaucoup. Quelque part, c'est ça la clé à la monétisation. Si tu n'as pas de download, tu n'as pas d'argent, en fait, en gros. Pour faire simple. Justement, moi j'ai une question, en fait, c'est quoi tes canaux d'acquisition et la répartition, en fait? C'est quasiment 97% d'organique. Donc c'est des gens qui sont dans le store, qui cherchent... L'application est bien classée parce que elle a pas mal d'évaluations, globalement très positives. Depuis le temps, il y a quand même pas mal d'articles sur la presse et tout ça qui sont sortis sur l'app, puisqu'il y a quand même, voilà, ça... On en parle à chaque journée mondiale contre le tabac, on se dit tiens, il faudrait arrêter de fumer, et puis au final, ça change pas grand chose, quand même, bon, tant mieux. Mais ça va c'est filmé. Voilà, donc oui, les cas d'acquisition, pour l'instant c'est organique et non, on va commencer à travailler sur de l'acquisition un peu plus dure. Mais de ce que j'ai pu tester à très petite échelle, ce qui marche le mieux, c'est Facebook Ads. Tu parlais souvent du coup de l'acquisition et de l'organique. Est-ce que tu as mis des choses en œuvre au sein de l'application pour créer de la viralité Ouais, un peu de partage. En fait, tous les écrans, les gens ils peuvent les partager. Quand ça prend un beau screenshot de la zone qui va bien, et les gens ils peuvent partager sur les réseaux sociaux avec l'outil de partage intégré. Et si tu vois, à l'époque, c'était encore plus visible. Tu vois, tu avais les gros boutons là, Facebook, Twitter. Voilà. Après, c'est devenu un peu plus subtil. J'ai utilisé l'icône d'Apple et de Google. Et là, c'est des chiffres, là, c'est que Apple parce que Android, c'est une histoire compliquée, mais depuis juillet, on a de nouveau une version Android officielle de 8, on va dire. Oui, bonsoir. Moi, j'avais une question sur l'aspect design. Tu disais que quand tu as changé de design, ça avait vraiment boosté. Tu as des données et... En fait, je ne suis pas sûr que ce soit le design qui est boosté à 100%, puisque c'était 1340% d'augmentation de téléchargement. Mais c'était lié au fait que j'introduisais une version gratuite. Donc en fait, c'était la barrière, donc on peut se rendre compte, si on a une app payante, en fait, il faut s'attendre à avoir en gros 1000 fois moins de téléchargement qu'une app gratuite. Voilà. C'était un peu le chiffre qu'on peut avoir. En fait, comme finalement, tu es un peu dans le même business, enfin, tu as le même problème que les sites de rencontres, c'est qu'en fait, si tu remplis ta mission, tu perds un client. C'est ça. Au final, est-ce que tu as déjà essayé une stratégie où finalement continuer à extraire de la valeur de justement ces clients qui ont fini par arrêter de fumer grâce à ton app et qui potentiellement en fait peuvent continuer à en tout cas devenir des prescripteurs auprès de populations, des référents, quoi, Mais disons, le plan à moyen terme, là, à court terme, c'est plutôt d'aider les gens pour l'instant, l'application elle marche bien pour les gens qui ont déjà décidé d'arrêter de fumer ou qui viennent d'arrêter de fumer. Ceux qui sont encore en contemplation ou en pré-contemplation, qui se disent ouais, j'aimerais arrêter de fumer mais c'est dur, j'aimerais arrêter de fumer mais je vais grossir, j'aimerais arrêter de fumer, mais tout ça, ces gens-là, on est en train de faire quelque chose pour eux. Et dans ces outils qu'ils auront, dans cette boîte à outils, il y aura beaucoup d'exercices de respiration, de méditation, de contemplation, de bien-être. Et quelque part, l'idée qu'on a, c'est qu'à terme, ils utiliseront l'application pour garder le bien-être à long terme. Voilà, plutôt que de juste. Et quelque part, je ne sais pas quel pourcentage de fumeurs il y a ici, mais quand on est fumeur, en fait, même quand on arrête de fumer, 30 ans après, 40 ans après, on peut encore fumer. Alors bon, je garderai pas les gens 40 ans, hein, je ne fais pas d'illusions, quoi, mais. Si je les garde 2 ans, c'est super. 2 ans, 2 ans et demi, c'est parfait. Sachant qu'au bout de 2 ans, 2 ans et demi, on a encore quand même en gros 5% de chance de rechute. Et que ça baisse très doucement, quoi. Donc voilà, l'idée c'est que les gens ils s'habituent à remplacer la cigarette par un petit exercice positif et du coup qu'ils deviennent une meilleure version d'eux-mêmes. C'est l'objectif. Ouais, alors tu as parlé rapidement de ton appli Android.
Moi, je voulais savoir en fait si c'était comme chez nous, chez ChargeMap, où l'app iOS en fait génère 50% de revenus de plus. Enfin, en fait, le double de revenus plutôt. Ouais, alors, comme historiquement elle est beaucoup plus elle est beaucoup plus récente, la version Android, et que sur Android, ben, les gens ils regardent aussi le nombre de téléchargements avant de télécharger. Quand tu es dans la catégorie 500 000, 1 million, c'est plus simple que quand tu es dans la catégorie 1000, 5000 ou même au-dessus. Donc je pense que ça joue. Et fonctionnellement, elle est aussi en retard. Donc je ne peux pas trop dire, mais là, chez nous, c'est 90-10 hein, ou 95-5. Hein, et avant, avant, il y avait une version un peu non officielle de Qt qui existait. Et là, en termes de revenus, on était à, ça faisait 25%. Donc au meilleur moment où c'était et Qt fonctionnel et tout ça, c'était 25-75%. iOS. En fait, il faut savoir que si on prend les parts de marché en gros, en nombre de téléphones, il y a peut-être 15% d'Apple, enfin de gens qui ont des iPhones, et 85% qui ont des Android. En termes de revenus, il y a 85% des revenus qui sont faits sur iOS et 15% des revenus qui sont faits sur Android. Là, je ne compte pas les revenus publicitaires parce que les gens, enfin, ils ont l'habitude d'être le produit sur Android, donc c'est pas trop. C'était combien de téléchargements cumulés depuis Un peu plus d'1 million. Et on est un peu plus d'1 million. En MAU, ben, j'ai pas malheureusement 150 millions, je suis à 80 000 et chaque jour c'est 13 000 utilisateurs uniques qui utilisent l'application. Et la durée moyenne de... Elle est très 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 dure d'abonnement ou d'utilisation de l'application. Bah, j'ai pas encore assez de recul puisque j'ai 6 mois de données dessus, donc pour l'instant j'ai pas encore je peux pas arranger en gros une rétention à 77% qu'on cherche à améliorer. Ouais, c'est pas assez, je sais. Bon. Ouais, parce que du coup je voulais parler de l'abonnement justement qui est récurrent. Tu disais potentiellement il y a un petit pourcentage de gens qui vont oublier que c'est récurrent. Mais peut-être que c'est trop tôt en fait pour répondre à la question. La question c'était de dire ces gens-là, est-ce que du coup ils vont pas mettre des mauvaises reviews, est-ce que j'ai des retours ou ce genre de choses. Sur ce point-là précis, sur ce point-là particulier quoi. Zéro mauvaise review. Voilà, d'accord. Voilà, non, les gens ils contactent, ils te disent ouais, enfin, un ou deux, j'ai peut-être eu depuis le début qui me disaient mais pourquoi tu prends encore de l'argent et j'ai eu ma réponse c'est ouais mais c'est Apple qui gère les paiements, voilà comment faire pour arrêter l'abonnement. Et ce qui est vrai, c'est Apple qui gère, dans l'app il n'y a rien, Apple fait en sorte que ce soit super bien caché dans l'app, dans les settings, donc c'est à toi d'expliquer. Ouais, par mail, j'explique que tu fais ça, et puis quand tu réponds dans la journée, les gens ils te contactent avant de mettre une mauvaise review. Mais du coup, ils ont payé pour 6 mois de plus ou au moins 1 mois quoi. D'autres questions? Au-delà de l'amélioration de l'app et des contacts pass, blog, etc., vous avez fait de la SEO, optimisation? Oui, un petit peu. Ben, on change en permanence, on change régulièrement les visuels. Là récemment, on a fait une app vidéo, app preview. Alors j'ai pas beaucoup le temps d'analyser les données avant-après, parce que l'analyse n'est pas forcément juste. On a une saisonnalité assez forte pour nous. Autant en jeu, bah, tu joues autant le lundi que le dimanche, que le mardi, que tu sois en mai ou en juin, c'est pareil. Quoi. Par contre, tu as des trucs comme la Coupe du Monde où tu auras des jeux de foot qui vont monter. Quoi. Mais nous, l'arrêt du tabac, c'est vraiment, genre en janvier, ben, les gens ils arrêtent beaucoup plus de fumer. Quand tu as la journée mondiale contre le tabac, ben, les gens en parlent plus, donc ils essayent plus. Et du fait de cette saisonnalité, c'est plutôt d'analyser les effets de la zone. Mais on l'a fait, on a optimisé il n'y a pas longtemps les textes sur Android, et ça, honnêtement, je trouve que l'effet, il n'est pas terrible. Enfin, l'impact, je suis un peu déçu de l'impact de l'ISO. Alors j'ai peut-être mal fait, j'en sais rien, mais surtout que niveau des mots-clés, on peut pas les imaginer. Tu mets arrête, tabac, cigarette, voilà, quand tu as fait le tour, tu n'arrives même pas aux 100 caractères quoi, quasiment. Donc, les gens ils disent pas, enfin quand tu cherches arrêter de fumer, ils cherchent arrêter de fumer ou arrêter la cigarette éventuellement quoi, ou stop cigarette, mais voilà, les mots-clés il y en a très peu, donc pour être bon là, c'est plutôt l'ASO via du contenu externe avec des. Parce qu'Apple prend en compte les nombres d'articles qui parlent de ton app sur internet, donc c'est plutôt ça qu'il faut chercher à générer. Et Google c'est pareil en fait. Et c'est pas exactement entre Android et iOS, c'est pas les mêmes règles de mots-clés et tout ça qui sont utilisées. Genre sur Android, il n'y a pas de mots-clés. C'est un peu comme un article de blog, ils font du keyword sur la description.
Excuse-moi, tu es passé du jeu au on. Vous êtes plusieurs maintenant? Oui, on est 3, bientôt 5 et 6. Et au niveau du développement, ça prend. Voilà. Ça vous coupe les ressources? Bah ouais, c'est plus qu'ils glandent rien les développeurs. Oui. Non, ça prend. Ouais, à chaque fois on se dit ouais, ça prend pas longtemps, et en fait ça prend toujours longtemps. Non mais. C'est. Donc oui, non, mais oui, donc, là pour l'instant on est. Donc moi là, ça fait longtemps que je ne peux plus trop développer puisque je m'occupe absolument de tout le reste. Et donc les deux personnes qui sont avec moi pour l'instant, c'est deux devs. Donc un qui fait Android, un qui fait iOS pour simplifier. Et oui, ça prend beaucoup de temps puisque on est en train de finir. Historiquement, elle était un objectif C, donc on a réécrit l'application iOS en Swift. Donc ça prend déjà du temps pour réécrire les fonctions, les mêmes choses. Android, il faut s'approprier le code, il faut faire évoluer. Et ouais, si tu veux faire quelque chose de propre et sans bug, oui, en fait, ça prend du temps. Y a-t-il encore des questions? En fait, est-ce que j'imagine, tu parlais d'Espagne avant, donc tu vends dans plusieurs pays. Tu vends dans combien de pays et comment tu as géré l'internalisation niveau langue et quels sont les pays en fait, il y en a qui rapportent plus que d'autres? Alors au début, quand j'ai lancé l'app, j'ai lancé français-anglais, parce que je connaissais les deux langues, donc j'ai pu faire la traduction. Après, j'ai un peu mobilisé les gens autour de moi qui parlaient. Je connaissais quelqu'un qui parlait très bien espagnol, quelqu'un qui parlait très bien allemand et quelqu'un qui parlait moyennement bien italien, donc j'aurais fait faire la traduction. J'aurais filé une bouteille après. Et l'histoire intéressante, elle vient après. En fait, c'est un jour, je reçois un mail le premier, je crois que c'est un russe ou un hollandais qui me dit ouais, voilà, l'app elle est super, moi, elle va marcher chez moi. Par contre, ma tante ou mon oncle ou ma mère, elle parle pas anglais, et donc je te traduis là. Et pareil, donc néerlandais, chinois, russe, c'est des gens du pays qui m'ont contacté, avec qui je suis encore en contact et qui, quand j'ai des traductions, je leur écris, ils me répondent dans la journée. Et donc c'est des vrais users qui ont traduit eux-mêmes l'application face à leur plaisir. Et après, par la suite, coréen, japonais, par exemple, j'ai payé les traductions. Mais laisse tomber. Et pour rapport à ta question sur les marchés, ce qui marche bien, en France ça va bien. Pays-Bas, super, russe aussi. Mais les russes, c'est pas mal en termes de téléchargement, en termes de revenus, c'est un peu moyen. Et donc, ce qui est bien aussi, donc, si on a un in-app classique, quand il a un prix, il a le même prix dans le monde entier. Alors que l'abonnement, on peut mettre un prix différent dans chaque pays. Alors, j'ai pas encore testé, parce que j'aimerais bien tester en étant sûr de ce que je fais, mais donc on peut imaginer à terme que dans un pays comme la Chine ou la Russie, on met un prix bien moindre, on fait du nombre, donc c'est pas gênant. Voilà. Encore des questions? Moi j'aime. Ouais. Alors je voulais savoir si tu avais été feature sur le store et est-ce que ça a eu un impact? Alors, pas encore. Je pense que j'ai passé la première étape puisque j'étais au téléphone il n'y a pas longtemps avec le chef de l'App Store France qui me dit ouais, ça c'est jouable, voilà. Mais je ne suis pas encore, comme Julien Lavaux il n'y a pas longtemps, il était assez content de l'être. Mais comme disait Monsieur de Vaudou qui n'est pas là ce soir, il a fait un article, il a dit ouais mais quand tu es featurette, tu as 100 000 téléchargements en plus, quoi, mais c'est quoi 100 000 téléchargements donc non, mais je serais très content quand je le serai featurette. Mais c'est prévu, j'ai la roadmap. Et donc, pour dire ce qu'il m'a dit, super design, l'app, facile à utiliser et surtout utiliser les dernières API ou certaines dernières API pour vos appels. Eux, ils mettent en avance quand tu utilises leurs fonctionnalités qu'ils développent et voilà. Donc, c'est les trois clés, en gros, c'est ça. Tu disais que pour qu'une app marche, bon, il y a le développement, mais à vrai dire, 2 tiers du temps, c'est finalement le marketing, blog, etc. Et justement, sur l'internationalisation, finalement, est-ce que tu as aussi réussi à faire ce genre de choses C'est plus à part anglais-français, quand je le maîtrisais là, c'est plus compliqué. Est-ce que c'est pour ça, justement, que l'international, ça marche moins bien, parce que c'est moins visible? Peut-être, après genre les pays comme les Pays-Bas, j'ai jamais fait comme là-bas et pourtant il y a des articles qui sortent et tout ça, donc les gens je pense que l'app elle est quand même bien, quoi, et ce qui fait que dans le domaine où on est, il y en a peut-être 3-4 apps qui sont bien. Et il y en a plein, il y en a peut-être 2000, des apps pour arrêter de fumer, un petit app pour arrêter de fumer, tu as la liste, mais des vraiment bien qui ressortent, il y en a très peu. Et ça c'est donc quand les journalistes, arrêter de fumer c'est quand même un truc, voilà, c'est cool, une fois par an au moins c'est cool. Et donc quand ils cherchent les apps, ils prennent toujours les mêmes. Quand tu sors du lot finalement les
blogs se créent d'eux-mêmes. Et là, la plupart des articles qu'il y a, malheureusement, c'est genre le top 5 des apps, et il y a toujours les 5 mêmes, quoi, en fait. Ouais. Donc, Ouais, moi je voulais revenir sur ton passage à l'abonnement. Quelle a été la réaction en fait de ta communauté ou des gens qui l'utilisaient et comment tu l'as géré en fait? Est-ce qu'ils ont continué à avoir une version qu'ils ont payé et qu'ils pouvaient utiliser ou est-ce qu'ils sont passés sur l'abonnement? Donc tous les gens qui avaient soit payé Qt 2, parce que j'avais les versions Qt 2 payantes et Qt 1 gratuite, soit les gens qui avaient pris le premium dans Qt 1, tous ces gens-là ils avaient l'abonnement à vie. Et je les avais prévenus à l'avance. Et donc ce qui fait que c'est passé super bien quoi, avoir un nombre de bugs techniques qui faisait que certains n'avaient pas l'abonnement à vie, donc ils m'écrivaient hey tu m'as dit que j'aurais l'abonnement à vie et je ne l'ai pas, donc on leur donnait. Et en gros donc c'est vachement bien passé puisque comme on a finalement on s'est rendu compte que la conversion elle se fait dans les 2 jours après l'installation, voire le jour après l'installation. Ceux qui doivent s'abonner, ça vaut tout de suite. Et après à terme on fera un peu de retargeting et email, mais pour l'instant on a assez de manque de ressources pour faire tout en même temps. Il y a encore des questions? Ouais, je reviens sur la partie design. C'est quelque chose que vous avez développé en interne ou vous avez fait appel à J'ai tout fait. des UX? Non, J'ai tout fait. Je J'ai appris plein de choses. J'aimais bien le design à la base, hein. J'étais ingénieur informatique mais un peu je m'en contrarié. Donc, avant de s'abonner, il y a une version gratuite? L'application de toute façon elle est gratuite, on peut utiliser pas mal de fonctionnalités. Et il y a donc certains morceaux qui sont brisés, genre des statistiques à. Si tu regardes. Là tu vois, tu as genre. On voit pas bien, mais là c'est les statistiques et les 2 dernières sont grisées. Là dans les stats aussi du dashboard, il y en a qui sont grisés, donc ce qu'ils disent qu'il y a écrit dessus pro, et quand les gens ont écrit dessus, ben, ça affiche l'écran d'incentive au pro. Donc lui, il est partout. Et le diary là, il a évolué maintenant, il est beaucoup plus complet et les gens peuvent l'utiliser 5 fois. Et s'ils veulent l'utiliser plus que 5 fois, ben on leur dit ben, si tu continues à l'utiliser, tu payes. Du coup, on a un drop comme ça de gens qui l'utilisent 5 fois et puis ceux qui l'utilisent plus que 5 fois. En fait, c'est assez phénoménal et logique. Voilà. Une dernière question? Vous avez des stats d'efficacité? J'ai fait un sondage une fois et on était à 70% de gens qui avaient arrêté de fumer. Mais c'est que les gens qui ont répondu au stats, donc après c'est... Et le problème c'est quand les gens ils arrêtent d'utiliser l'app, est-ce que c'est parce qu'ils ont arrêté de fumer ou est-ce que c'est parce qu'ils ont repris et qu'ils n'aiment plus l'app? Donc pour l'instant, mais c'est effectivement une grosse problématique, c'est comment mesurer l'efficacité. Donc ce qu'on fera à terme, c'est certainement une étude clinique ou quelque chose comme ça pour faire valider en gros l'efficacité, pouvoir dire avec le premium, vous avez 8 fois plus de chances de réussir à arrêter de fumer. Dans le micro, c'était juste, je me disais, j'imagine que tu as pensé au modèle économique de passer par les assurances. Oui. Comment ça avance dans... En France, si tu as un médecin qui met un tampon sans papier, c'est même pas la peine d'aller voir les assurances. Et bien, tu n'as pas des assurances directement qui peuvent avoir envie de mettre en avant ton app et... Alors j'ai des partenariats, là je suis en train de travailler avec un assureur canadien qui pèse 3 milliards Sun Life. Et eux leur approche c'est de faire ils ont fait un store, ils sont en train de faire un store d'applications dédiées santé que Curated, que eux mettent en avant, sans revenu sharing, mais il faut qu'on la promotion. Donc là par contre nous on doit juste finaliser notre site web qui aurait de s'abonner en ligne et pas sur les stores pour le mettre en place. Et donc du coup, eux ils te mettent juste en avant, mais t'as pas, les gens ils payent, chaque utilisateur paierait. Chez moi. D'accord. Parce que moi je vois juste au Canada, je trouve, et j'ai l'impression aussi aux États-Unis, j'ai pas beaucoup d'expérience, hein, mais ils ont l'air d'adorer de partager le revenu pour te pousser encore plus. Non mais là, à la base, quand on avait commencé à discuter avec ces gens de Sun Life, il était question de revenu sharing. Et à la fin, quand on a rediscuté, ils m'ont dit finalement, même nous on prend plus d'argent, on vous met en avant parce qu'on est cool et parce que ça leur intéresse. Eux, ils font de la pub quelque part. Et après, pareil, aux États-Unis, Amérique du Nord, c'est beaucoup plus simple. Eux, ils voient une application, ils voient 10 000 notes, ils voient 4,5, ils disent c'est bon, l'application elle marche. Enfin, pour caricaturer un petit peu, mais ça reste comme ça, quoi. En France, ils voient ça, ils disent mais non, mais t'as quel docteur derrière toi, t'as quel médecin, t'as quel papier, et puis Et donc, on a fait un deal il n'y a pas longtemps avec l'université de San Francisco qui cherchait une appli. Enfin, ils ont un campus sans tabac et ils voulaient une app. Et ben, en fait, en 3 semaines, on est devenu partenaire exclusif de San Francisco pour leur université, pour être l'application de leur campus. Il n'y a pas eu besoin de derrière 3 milliards de choses pour arriver à ça. C'est assez magique.
fais. Moi j'ai une question, du coup, tu as développé Qt, mais est-ce que toi tu as arrêté de fumer? Alors j'ai arrêté, j'ai repris, là je ne fume plus depuis 16 mois. Du coup, tu es abonné à Qt. Je ne vais pas donner 30% à Apple et 20% à l'État. On a la vraie réponse de la monétisation des apps, c'est donc le revenu sharing. Ah oui, là, le revenu sharing, il est avec la TVA et avec Apple, ça c'est sûr. Quoi. Bah, merci beaucoup Geoffrey, merci à tous. Encore désolé pour Damien.